partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté éternelle. Bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Ouverture ce matin d'une campagne nationale de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. En donnant le ton à cette opération au nom du chef de l'État, le Premier ministre Komi Selom Klasu a rappelé l'importance de changer les mentalités pour prétendre gagner ce pari. Et puis, les jeunes sont encouragés à entreprendre dans l'écotourisme et les métiers verts. C'est l'objectif du ministère de la Jeunesse à travers un projet d'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Le Togo part en guerre contre la corruption sous toutes ses formes. Le gouvernement a sifflé la fin de la récréation ce matin. Le Premier ministre Komi Selom Klasu, au nom du chef de l'État, a lancé la campagne nationale de sensibilisation contre la corruption et les infractions assimilées. La haute autorité en charge de cette action va sillonner tout le territoire pour une conscientisation de la population sur les fléaux. Ce fléau qui sape l'économie nationale. Les précisions avec Edem Soussouko. C'est une ère de tolérance zéro à la corruption qui est ici inaugurée par le gouvernement. Elle sera marquée par une vaste campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire sous la coupole de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Ploussia. Les membres reçoivent donc l'onction du chef de l'État, représenté par le Premier ministre Komi Selom Klasu, pour démarrer ce projet de conscientisation et de mobilisation des citoyens contre le fléau de la corruption. Un mal bien réel,
Un comportement caché et difficilement mesurable qui gangrène l'économie, transgresse la frontière du droit et de la morale. Cette campagne sera déclinée en ateliers qui auront lieu dans toutes les préfectures. Dans la commune de Lomé, il est prévu une dizaine d'ateliers pour tous les secteurs sociaux professionnels. Les préfectures de Golfe et d'Aguaïnivé aussi auront droit à plusieurs ateliers. Les thématiques qui seront abordées au cours des ateliers, nous allons vous présenter la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption. Nous allons présenter aux citoyens les dispositions du code pénal prévoyant, réprimant la corruption et les infractions assimilées. Il y a aussi une présentation sur l'état de la corruption au Togo. Quand on parle de corruption, c'est ce qu'on appelle les pots de vin, c'est ce qu'on appelle Zanou Doudou, c'est ce qu'on appelle Hilou Lagase. Entre 2008 et 2008, il y a différents sondages qui ont été faits, mais la majorité des sondages estiment qu'il y a la corruption au Togo. Quand nous nous référons aux agents de notation et l'indice de perception de la corruption comme Transparence Internationale, nous stagnons autour de la 100e place. Nous n'avons que 32 depuis 3 ans. Notre note c'est 32 sur 100. Nous n'avons pas encore la moyenne. La société civile et le secteur privé ont vivement apprécié cette initiative de prévention de la aplusia. Ils ont précisé que la corruption pèse d'un poids sur les pauvres et constitue un sérieux obstacle à la réalisation des objectifs de développement durable. Le système des Nations Unies au Togo, pour sa part, dit rester dans la dynamique de promotion de la bonne gouvernance dans l'éradication des actes de corruption et des infractions assimilées. En dehors des instruments internationaux contraignants, les États membres ont en 2015 adopté l'agenda 2030 pour le développement durable. Et cet agenda est très clair dans l'objectif 16 qui, à travers l'une de ses cibles, vise notamment à réduire nettement la corruption et la pratique des pots de vin sous toutes leurs formes. Aujourd'hui, cette campagne de sensibilisation, qui est plutôt une campagne de prévention, entre bien sûr dans le cadre des actions que nous devons mener pour que nous tous nous comprenions la pertinence de cette lutte-là qui est essentielle si nous voulons sortir nos pays du sous-développement et combattre la pauvreté et les inégalités. Pour le Premier ministre Komisilom Klassou, la campagne de sensibilisation traduit dans les faits la ferme détermination de toutes les composantes du pays de participer individuellement et collectivement à la lutte contre la corruption, un fléau de notre temps. La corruption est un phénomène de société lié au comportement humain. Elle a un effet néfaste sur le progrès et le développement du continent. Elle constitue un frein à la croissance économique dès lors qu'elle dissuade les investisseurs locaux et étrangers, occasionne des distorsions au niveau de la mobilisation et de la répartition des ressources, augmente le coût de production, réduit la qualité des infrastructures, de services publics, ainsi que le volume des recettes fiscales. Ce faisant, elle ne favorise pas l'accès aux services sociaux de base aux couches les plus vulnérables et accentue alors la fracture sociale. Or, il est évident que lorsque les services de base sont accessibles et fonctionnent bien, c'est toute la société qui y gagne. C'est pour toutes ces raisons que le 11e président de la Banque mondiale, M. Robert Bruce Zoelik, avait déclaré, je cite, « La corruption achète l'impunité, élimine toute condition d'égalité, étouffe la concurrence, encourage les conflits, bloque les transformations économiques et paralyse la croissance. » Fin de citation. Beaucoup d'indicateurs de gouvernance révèlent que la corruption reste un obstacle majeur à l'émergence de plusieurs pays dans le monde et surtout ceux de notre continent africain. Ce n'est donc pas surprenant que lors du récent sommet de l'Union africaine tenu
début juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont décidé de poser le problème, d'y réfléchir en vue de définir des stratégies communes pour remporter la lutte contre la corruption afin de créer la voie durable vers la transformation de l'Afrique. D'ailleurs, le thème central de cette session de Nouakchott en dit long, à savoir 2018 étant déclarée année de la lutte contre la corruption. Il va sans dire que l'éradication de la corruption qui incombe nécessairement à tous les citoyens permet à un pays de se développer socialement et économiquement. L'éradication totale de la corruption est possible dans notre pays, a ajouté le Premier ministre, si chacun à son niveau fait l'effort de ne pas corrompre ou de se laisser corrompre. Pour combattre ce fléau qui n'épargne aucun pays du monde, le Togo a, dès 2003, signé au Mexique la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais également la Convention de l'Union africaine et le protocole de la CEDEAO, marquant ainsi sa pleine adhésion à l'effort de la communauté internationale en vue d'enrayer ce mal. Mieux, conscient qu'un milieu d'affaires transparent et ouvert est la pierre angulaire d'une démocratie solide, alliant l'acte à la parole, et pour définir le cadre légal des mécanismes de cette lutte implacable, le chef de l'État, qui dans son message à la nation en janvier 2016 rappelait, je cite, « La lutte que nous avons entamée contre la corruption doit être intensifiée avec méthode et détermination », fin de citation, a fait prendre une batterie de mesures pragmatiques d'ordre législatif et réglementaire qui sont tout aussi efficaces que complémentaires. Depuis, notre pays s'est résolument engagé sur la voie des réformes rigoureuses, volontaristes, systémiques et cohérentes afin d'asseoir une gouvernance transparente et lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées. Aussi, la création de l'inspection générale des finances, la mise en place de la Cour des comptes et d'un nouveau cadre de passation de marchés publics entièrement conforme aux normes internationales, la création du Centre national de traitement des informations financières sont-ils des instruments qui concourent au renforcement de la lutte contre le fléau sous toutes ses formes. Il en est de même de l'adhésion du Togo à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, et au mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il va de soi que c'est dans le même esprit d'efficacité et de résultats tangibles que la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a été créée par la loi numéro 2015-006, promulguée le 28 juillet 2015 après sa délibération et adoption par l'Assemblée nationale. Elle constitue donc l'outil opérationnel que tous les citoyens doivent saisir en toute confidentialité et responsabilité. La multiplicité des acteurs et de ces structures spécialisées est une force et un gage de succès à condition de mutualiser les efforts et de travailler en toute synergie. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs impliqués dans le combat contre cette gangrène à créer une plateforme novatrice et pragmatique de réflexion et d'élaboration de stratégies efficaces de lutte contre la corruption. Du haut de cette tribune, l'Union européenne a précisé que la lutte contre la corruption permet de combattre la pauvreté. La APLUSIA compte aller loin dans ce combat qui ne fait que commencer.
et les pratiques de marchandage, de gros bras et de pots de vin doivent cesser si nous voulons construire une société juste. Allez propager la bonne nouvelle de la lutte contre la corruption. Allez propager la bonne nouvelle de l'espoir. La récréation est terminée. Allez dire aux corrupteurs et aux corrompus que la récréation est terminée. La loi sera sans appel. Elle sera dure. Parce que la loi est la même. Et le Togo dit non à la corruption, mais pas seulement. Notre pays mène plusieurs actions pour venir à bout également de la piraterie maritime et sécuriser nos côtes. Hier, c'est un exercice de sauvetage d'un navire incendié en haute mer qui a été organisé. Un exercice dénommé African Nemo 18.4. Les précisions avec Adolphe Paca. Au large de la côte togolaise, des bateaux au mouillage. Une situation bon enfant qui dure depuis que cet espace est devenu le plus sécurisant pour les navires dans le golfe de Guinée menacé ces dernières années par la piraterie maritime. Ils sont 7 h du matin, le centre des opérations maritimes reçoit une alerte provenant d'un navire Marie 009. En fait, un incendie a déclenché à bord et l'équipage en détresse composé de 125 personnes demande l'assistance en urgence. Aussitôt alerté, la préfecture maritime active son plan de sauvetage, direction la haute mer. À bord du patrouilleur, une équipe de lutte anti-incendie, la marine, les sapeurs-pompiers, les officiers de police judiciaire, inspecteurs des affaires maritimes, la direction de la pêche, bref, toutes les administrations impliquées dans l'action de l'État en mer. Il faut dès lors que l'alerte est donnée, une certaine célérité dans les actions coordonnées en termes d'évacuation des éventuels blessés, de sauvetage et une maîtrise de l'incendie. Il faut rapidement pouvoir isoler le navire sinistré des autres pour éviter par exemple une explosion dommageable au cas où il y aurait un tanker à côté. Nous sommes à plus de 5 nautiques, soit environ 11 km de la côte. L'équipe, une fois dans la zone de mouillage, déclenche l'opération de sauvetage. Elle reçoit des instructions fermes depuis la base de la préfecture maritime. L'opération va durer quelques minutes. La première victime repêchée, l'homme de la mer. Ensuite, 3 blessés secourus et le feu maîtrisé. Les soldats de feu à bord du patrouilleur ont très vite maîtrisé la situation. Maintenant, c'était juste un exercice de simulation. Ce type d'exercice portant sur un incendie à bord d'un navire est le premier du genre et est organisé en collaboration avec la coopération française. La zone de mouillage de Lomé, il y a de nombreux bateaux. Donc tout ce qui peut être incendie est important dans cette zone-là parce qu'il y a de nombreux risques, que ce soit des explosions, etc. Donc il faut se préparer justement à ce type d'intervention dans le cadre de l'action de l'État en mer. La coopération française aide le Togo depuis de très très nombreuses années et on a toujours apporté notre expertise et notre soutien à la marine togolaise pour ce genre d'exercice. African Nemo 8.4, un exercice premier du genre qui porte sur l'incendie à bord d'un navire au mouillage. La préfecture maritime, dans sa mission de coordination de l'action de l'État en mer, ne cesse de diversifier ses actions qui contribuent à rendre la côte togolaise une des plus sécurisées dans la sous-région. Cela n'a été possible que grâce à la vision de son Excellence M. Faure Sosino Gnassingbé, en initiant une nouvelle organisation de l'action de l'État en mer, permettant une mise en place d'un cadre institutionnel et stratégique. Le Togo, avec cette réforme, nous avons une bonne organisation et nous avons aussi une bonne collaboration des différentes administrations. Nous avons su maîtriser la sécurité en mer. C'est pour cela que vous trouvez autant de bateaux qui sont chez nous. Donc la sécurité y est et derrière il y a tout un processus. Donc vous tous ici, vous jouez chacun un rôle très important. En août 2015 déjà, un cas réel s'était produit ici. L'incendie du bateau MT Fer Aphrodite.
Ce jour-là, les 26 personnes de l'équipage étaient sauvées de justesse grâce à l'action rapide et concertée de la cellule de crise. La 50e rencontre des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente s'est achevée à Lomé. Une rencontre qui leur a permis de dresser un bilan de leurs activités, mais surtout poser les bases de l'organisation du prochain tirage de la tranche commune entente qui aura lieu au Togo en 2019. Yasmine Kodia, Luc Assi. Directeurs généraux et experts des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente réunis à Lomé pour penser l'organisation de la 25e édition de la tranche commune entente, un événement que le Togo s'honore d'accueillir en juillet 2019. La présente rencontre, 50e du genre, balise la voie donc à une organisation réussie et irréprochable du prochain tirage de la tranche commune entente. Et comme l'occasion s'y prête, le bilan de l'édition 2018 qui s'est tenu au Burkina Faso a été présenté. À l'occasion, on a distribué des lots allant de, si vous vous rappelez bien, de 1 million à 10 millions. Et le gros lot, je vous rappelle, a été raflé par la Côte d'Ivoire. Je pense que le Togo est sorti avec au moins 5 ou 6 millions par là. Et de façon générale, ça s'est bien passé. Tous les pays membres du Conseil de l'Entente ont trouvé leur compte, du moins les gagnants. Et notre objectif, justement, c'est de faire en sorte que, à travers l'organisation qu'on mène, il y ait une intégration des différentes populations ressortissantes de ces pays membres du Conseil de l'Entente. Nous sommes venus préparer maintenant l'édition 2019 qui se tiendra ici le 26 juillet 2019 à Lomé ici. Il y aura beaucoup plus d'activités pour attirer les populations vers les centres d'activité lors des TCE. C'est-à-dire on peut amener des vedettes, par exemple de tous les pays, pour produire sur nos stands. Au cours donc de l'édition, chaque pays ouvre un stand et on l'anime. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'animation. Cette fois-ci, il y aura beaucoup d'animation. Il y aura même des ambassadeurs culturels, comme c'est notre souhait, des gens que les populations aiment. C'est dire que de nouvelles idées jailliront de cette réunion afin d'augmenter l'adhésion des populations à ce produit commun aux 5 pays membres du Conseil de l'Entente. À travers la tranche commune entente, les loteries nationales des pays membres font chaque année des millionnaires par le biais du tirage extraordinaire régional et la réalisation des infrastructures dans le pays qui abrite le tirage. Un plus pour le renforcement de la solidarité et du développement économique des pays membres. L'actualité, c'est également ces 1426 candidats sur l'ensemble du territoire national qui ont composé ce jeudi pour le compte du concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale édition 2018. Et à Lomé, ce sont les ministres en charge de l'action sociale et de la formation professionnelle qui ont donné le coup d'envoi aux épreuves. Le compte rendu avec Sonia Aménico. Au sein de ces hommes et femmes sortiront des futurs agents sociaux qui vont contribuer au renforcement de la cohésion familiale et à l'intégration des groupes défavorisés que sont les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Les candidats au concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale édition 2018 sont ici soumis à des épreuves, la composition française et la culture générale. Les ministres en charge de l'action sociale et de la formation professionnelle ont fait le déplacement du centre d'écrit du lycée de Tokoin pour constater le démarrage des épreuves et prodiguer d'utiles conseils aux candidats. Nous les avons encouragés à être sereins, calmes, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand ils auront réussi, nous avons 2 cycles. Il y a le cycle 1, la personne qui entre au cycle 1 doit être titulaire du BPC et il reçoit une formation pour sortir agent de promotion sociale. Au cycle 2, ils entrent avec le bac, ils sortent techniciens supérieurs de développement social. Et à ce niveau, nous avons 3 options. Nous avons l'option assistance sociale,
l'option éducation spécialisée et l'option développement local participatif. Ils suivent donc à tous les niveaux 3 années de formation. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient en appui pour pouvoir conduire le processus de sélection. Et c'est ce qui explique notre présence aux côtés de notre collègue. Et c'est ensemble que nous avons lancé les épreuves ce matin en souhaitant à tous les candidats une bonne chance. Créée depuis 1966, l'École nationale de formation sociale a pour mission de former et de mettre sur le marché du travail des agents de promotion sociale APS selon les besoins du plan de développement du gouvernement et tout organisme privé à caractère social. Au total, 1426 candidats désagrégés en 699 de sexe féminin et 727 de sexe masculin ont été inscrits à ce concours sur l'ensemble du territoire national pour 100 places disponibles pour les 2 cycles. Les ministères de la Santé, de l'enseignement primaire et secondaire et technique prendront désormais en compte les questions de genre dans leurs différents projets et programmes. Et ils seront aidés par le plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit genre remis officiellement ce jour. Ramdan Bassina pour le compte-rendu. La prise en compte de l'équité et de l'égalité genre dans tous les maillons de la société est une exigence majeure pour opérer des transformations structurelles et participer au développement. Au Togo, des efforts sont faits en ce sens et se poursuivent afin de renforcer l'intégration et réduire les inégalités genre. En remettant officiellement ces plans d'action de mise en œuvre des recommandations de l'audit genre, 3 ministères, à savoir celui de la santé, de l'enseignement primaire et secondaire et celui en charge de l'enseignement technique, entendent faire mieux. Les documents de référence leur ont été remis à cet effet par le ministère en charge de la promotion de la femme, coordonnateur de ce projet. Cette rencontre fait suite à 2 activités qui ont eu lieu en 2016 et en 2017. Et ces activités sont relatives à l'institutionnalisation du genre dans les départements ministériels. Il y a eu des recommandations et qui ont fait ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités et surtout les défis à relever afin que tous les départements, le mécanisme même institutionnel puisse intégrer le genre dans tout le système. Ces 3 ministères constituent les départements pilotes. L'élaboration de ces plans d'action s'étendra à d'autres administrations, car l'ambition première étant la participation inclusive et totale de tous les acteurs dans le processus de développement dans lequel le Togo s'est engagé. Initiative soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Le ministère en charge de la jeunesse veut inciter les jeunes à créer des entreprises suivant une nouvelle approche protectrice de l'environnement. C'est ce à quoi servira l'étude sur l'employabilité des jeunes dans les métiers verts pour le développement de l'écotourisme dans les bassins miniers et les mangroves. Swaliou Aliou Sissé et Yves Agbivivi pour le compte rendu. Bien que remplissant un grand nombre de fonctions écologiques et socio-économiques, les mangroves au Togo ne sont pas à l'abri des menaces et perturbations. Les zones minières, elles, non plus ne sont protégées. Comment allier protection de ces aires et le développement de l'écotourisme d'une part et l'emploi des jeunes togolais d'autre part? La question a fait l'objet de l'étude sur le renforcement de l'employabilité des jeunes dans les métiers verts pour le développement de l'écotourisme dans les bassins miniers et les mangroves. Une étude commanditée par le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à travers le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paège SP. C'est de mettre les jeunes en relation d'affaires avec des entreprises de transformation. Depuis le début du projet, nous sommes dans le secteur agricole. L'opportunité nous est donnée d'explorer d'autres secteurs porteurs, tels que le secteur de l'écotourisme, de l'emploi vert. Mais pour y arriver, il faut faire une étude pour voir comment se comporte le secteur, quelles sont les niches possibles qu'on peut identifier sur lesquelles nous pouvons développer des modèles d'affaires sur lesquels on peut mettre des jeunes.
Après l'étude menée sur le terrain, les résultats vont être analysés au cours de cet atelier de validation. Des résultats relatifs aux axes de développement de compétences et qualifications requises pour répondre aux besoins en emploi vert dans les zones minières et les mangroves. Ceci à la lumière des enjeux relatifs au changement climatique et protection de l'environnement. Au niveau des mangroves, donc nous avons des préoccupations liées à la gestion de l'environnement. Parce que les lacs, donc notamment le fleuve Mono et puis le lac du Togo, sont menacés par la sédimentation. Bon, au niveau des sites miniers, la première difficulté concerne les préoccupations environnementales liées à l'exploitation, c'est-à-dire aux impacts de l'exploitation minière. Et ce qui importe donc de mettre alors des projets de création d'activités génératrices de revenus pour les jeunes. L'étude a décrit les potentialités, les opportunités, les forces et les faiblesses, ainsi que des orientations liées au développement des emplois verts dans les 10 écosystèmes. Aujourd'hui, 13 septembre, date anniversaire de la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ou OAPI, et la communauté africaine célèbre la 19e journée de la technologie et de la propriété intellectuelle. Au Togo, on reconnaît l'OAPI sous le nom de l'Institut national de la propriété industrielle et de la technologie INPIT. Alors cette question, comment et pourquoi protéger les œuvres inventées ou créées à l'OAPI? Les éléments de réponse dans le dossier signé Nathalie Baneke. Elle a pour mission d'assurer la protection uniforme des titres de propriété industrielle dans ses 17 États membres. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, représentée au Togo par l'Institut national de la propriété industrielle et de la technologie INPIT, reconnaît le titre des inventions, des marques, des noms commerciaux, des indications géographiques, des dessins et modèles industriels. Et pour tout créateur ou inventeur, l'enregistrement des œuvres se fait par 2 voies. Il y a la voie directe qui permet de faire un dépôt direct à l'OAPI. Il y a le deuxième volet qui est le dépôt indirect, qui permet aux déposants de venir à notre niveau où le dossier est reçu, traité avant d'être transmis à l'OAPI. Vous voyez donc que le dépôt indirect offre plus d'avantages parce que lorsque le dossier est à notre niveau, nous l'étudions techniquement et par conséquent, nous pouvons faire les aménagements ou bien les observations ou les corrections qu'il faut pour que le dossier ne puisse pas être rejeté quand il va arriver à l'OAPI. Lorsqu'il s'agit d'une invention, si un déposant national n'a pas les moyens, il y a possibilité que le ministre écrive une lettre au directeur général de l'OAPI pour demander une subvention de l'OAPI. Il se dégage alors tout l'intérêt de la protection de la propriété industrielle. D'abord, récompenser l'inventeur et ensuite maintenir et promouvoir la recherche et le développement du pays. Pour que celui qui a investi puisse être seul à produire et à commercialiser ce qu'il a créé ou bien ce qu'il a inventé, il faut qu'il se réserve les droits de propriété. On protège pour permettre à ceux qui inventent ou bien à ceux qui innovent de pouvoir retrouver ce qu'ils ont dépensé pour créer. Donc c'est parce que l'exclusivité de production et de commercialisation est réservée à ceux qui protègent qu'ils ont encore l'engouement de continuer par créer ou bien de continuer par innover. Et les créations constituent un fonds documentaire technique que les utilisateurs ou bien les chercheurs vont pour faire les recherches documentaires pour s'en inspirer et créer encore ou bien innover encore. Au Togo, toute initiative publique ou privée est encouragée et accompagnée par l'autorité publique. L'option est de mettre au point des inventions pouvant contribuer au développement technologique et industriel du pays. Et s'il faut donc innover, inventer et créer, l'on conseille de toujours protéger ses œuvres afin de lutter contre la contrefaçon. Celle-ci, une fois survenue sans protection de la propriété industrielle, ne donne pas droit au recours.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante informe les candidats au poste d'assistant comptable et financier, logisticien, administrateur de base de données, administrateur de réseaux locaux d'entreprise, développeur d'applications, que les listes des retenus pour la formation peuvent être consultées sur le site internet de la CENI, le www.ceni-tg.org, et dans le quotidien Togo Presse de demain vendredi 14 septembre 2018. Les dates, heures et lieux des formations sont fixés comme suit. Lundi 17 septembre 2018 à 18h, formation des administrateurs de base de données. Mardi 18 septembre 2018 à 8h, formation des assistants comptables et financiers, administrateurs de réseaux locaux d'entreprises et développeurs d'applications au siège de la CENI à Lomé. Mardi 18 septembre 2018 à 8h, formation des logisticiens à Togo 2000 à Lomé. Les formations sont suivies de tests. Les absents seront considérés comme démissionnaires et les candidats devront se munir d'une pièce d'identité en cours de validité. Hors du Togo, le Ghana a enterré ce jeudi son héros Kofi Annan. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août dernier, a été conduit à sa dernière demeure au cimetière militaire d'Accra. Plusieurs chefs d'État actuels et passés, l'actuel secrétaire général des Nations Unies se sont succédés lors de la cérémonie funéraire pour rendre un dernier hommage à cet artisan de paix et présenter leurs condoléances à la famille Annan et au peuple ghanéen. Un retour en page nationale pour vous signaler que la République du Sénégal vient de signer un accord de prêt de plus de 9 milliards de francs CFA avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cet accord de financement vise à renforcer le système éducatif au Sénégal avec la construction de plus de 1500 salles de classe en remplacement des abris provisoires. Les précisions avec Serge Tastom et Rachel Aokou. À travers cet accord de prêt signé avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD, le Sénégal se lance dans la quête d'une éducation de qualité. Il bénéficie d'une enveloppe financière de 9,4 milliards de francs CFA. Un fonds qui servira à construire des infrastructures éducatives pour permettre aux apprenants d'être dans de meilleures conditions d'études. Ce projet, qui consiste d'abord la construction et l'équipement de 500 salles de classe et de 26 bâtiments administratifs. Ensuite, la construction de 318 bureaux-magasins et enfin la construction de 70 500 mètres de murs de clôture vient renforcer la politique définie par le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, pour le secteur de l'éducation. Et le Sénégal espère mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage environ 30 000 enfants défavorisés et réduire ainsi de 50% le taux d'abandon des écoles. La promotion de l'éducation est l'un des volets que soutient la BOAD. Elle s'investit donc à accompagner les initiatives allant dans le sens du développement socio-économique des populations. Par cet accord de prêt, la BOAD met à la disposition du Sénégal un montant de 9,4 milliards de francs CFA pour le financement partiel de cette opération. Ce concours porte à 121,2 milliards de francs CFA. Ces interventions totales dans le domaine du développement rural et des projets sociaux et à 890,2 milliards de francs CFA, ces engagements cumulés au Sénégal. Les mesures adéquates qui ne manqueront pas d'être prises par les autorités quant à l'entretien de ces ouvrages contribueront à assurer l'usage de ces salles de classe pour des milliers d'enfants sur de longues années. Je voudrais réaffirmer la totale disponibilité de la BOAD à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de son programme de développement économique et social. Ce financement intervient dans le contexte de l'opérationnalisation de l'axe 2 du plan Sénégal émergent PSE. Sur les 6369 salles de classe prévues dans le cadre de ce projet, la BOAD a financé à elle seule le tiers.
Nous sommes jeudi et il est encore là, fidèle au poste. Je veux parler de Claude Ama que nous retrouvons donc à travers la Paille des Sports. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, le circuit junior de tennis co-organisé par les instances mondiales et africaines de la discipline dans notre capitale est entré dans sa seconde et dernière phase depuis lundi dernier. Bien dit Anita, plus de 120 joueuses et joueurs venus de 20 pays compétissent avec pour ambition d'améliorer leur classement au niveau international. Le point de cette seconde phase avec Johnson Afflip. Le répit n'aura été que de courte durée pour les tennismen engagés dans le circuit ITF 4 2018. À peine la première phase du tournoi bouclée le week-end dernier, les voilà encore en train de disputer la seconde. Le Togo a toujours organisé, de par le passé, cette compétition en une étape. Vu l'organisation parfaite et vu l'accueil qui existe au pays, donc ils ont préféré donner 2 étapes au Togo. Il y a la première étape qui est de grade 4, où les joueurs ont beaucoup plus de points à gagner, et la deuxième étape qui est de grade 5, où les joueurs ont encore moins de points. Les cours de la Fédération togolaise de tennis semblent porter chance au Béninois Sylvestre Monou. Vainqueur de la phase 1, Monou en short bleu était face au champion du Togo, Charles Alipoué, ce mercredi. Après avoir remporté le premier set 7-5, le Béninois connaît une baisse de régime au second et concède l'échec 4-6. Il parvient tout de même à redresser la barre dans l'ultime set, le troisième qu'il maîtrise 6-4. La défaite de Charles Alipoué ne change rien à l'espoir de la FPT de voir les jeunes Togolais toujours faire mieux. Il y a déjà 4 joueurs Togolais qui sont à l'étape du deuxième tour, c'est déjà bon. À l'étape, là, nous voulons qu'ils aillent au moins en demi-finale, qu'ils gagnent beaucoup plus de points pour avoir un bon classement. Dans le tableau filles, l'Égyptienne Yasmine Ezat a été plus forte que l'Indienne, Sanjana Rayarala. Dominée dans un premier temps 6-7, l'Égyptienne en bleu a dû batailler pour rétablir d'abord l'égalité 7-5, puis prendre le large 6-2. Pour rappel, le circuit junior ITF 4 est une compétition conjointement organisée par la Fédération internationale de tennis et la Confédération africaine de la discipline. Elle donne l'opportunité aux participants d'améliorer leur classement au niveau mondial. Cette phase 2 de Lomé s'achève samedi. Et Claude, les dirigeants et responsables des clubs et centres de formation du Togo ont pris part à un panel organisé par l'agence John Holding en partenariat avec la FTF, la Fédération togolaise de football, sur le thème football et éducation. Le dit panel a eu lieu mardi au siège de la Fédération togolaise de football avec la présence de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le Sénégalais Pape Diouf. Compte rendu Robert Edor et Champion Touba. À ce panel, différents acteurs ont été entretenus sur la gestion de la carrière, l'éducation des joueurs, ainsi que la formation des encadreurs, qui sont des éléments indispensables dans la vie d'une équipe, d'un centre de formation ou du footballeur. Au titre des communications, celle de l'ex-international togolais Djima Oyaoule. Celui-ci a insisté sur le travail à la base, notamment l'efficacité des passes dans le jeu. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, le Sénégalais Pape Diouf, lui, a mis l'accent sur l'amélioration des qualités des joueurs. Des échanges somme toute enrichissants. J'ai rencontré des gens très intéressés, des gens pour lesquels le football togolais est une priorité et une nécessité à remettre sur les rails. Donc j'ai été très content en tout cas de pouvoir échanger avec autant de personnes de qualité. C'est un débat qui m'a paru salutaire, qui m'a paru en tout cas tout à fait nécessaire et oui, je m'en réjouis. Au Togo, la promotion de la jeunesse reste une priorité. Les jeunes ont eu à découvrir beaucoup de choses. En parlant de football des jeunes, c'est vrai, je dis que je prie beaucoup pour que les autorités découvrent que le football n'est pas une priorité secondaire, mais c'est une priorité prioritaire. Regardez un peu les U17. Juste quelques semaines de préparation. Ils vont au Niger, 2 matchs, 2 hommes du match. C'est extraordinaire. Ce panel ferme la page 2018 des trophées FTF. Oui, Anita, c'est l'essentiel de l'actualité sportive de ce soir. Samedi, Jean-Kofi et Dédié et moi seront au rendez-vous de sport et détente. Alors Anita, j'espère que tu seras au stade dimanche pour le match, la Super Coupe du Togo entre Korokim et Tete Gomido. Et Gomido, et je serai là.
Je ne dirai pas qui je supporte. Merci Claude. On se retrouve jeudi pour une prochaine page des sports. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.